Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie du cours d'hiver 2021 du CSTC au sujet de la toiture plate et de la révision de la NIT 215. Le premier chapitre au sujet des compositions de toiture a fait l'objet de la partie 1. Les chapitres 2 par vapeur et 3 rénovation ont été décrits dans la deuxième partie. Et dans cette troisième partie, je vais parler des aspects environnementaux et puis de la pathologie des toitures plates. Je commence par le chapitre relatif aux aspects environnementaux. Tout d'abord, on va définir ce que l'on entend par construction et matériaux de construction durable. Construire durablement signifie construire avec une attention pour les aspects techniques, environnementaux, économiques et sociaux du bâtiment. C'est-à-dire en premier lieu, satisfaire les performances techniques et fonctionnelles visées pendant la durée de vie. Également, s'assurer d'un faible impact sur l'environnement et sur la santé, limiter les rejets de CO2, les émissions toxiques, etc. Une durabilité sociale maximale, par exemple de bonnes conditions de travail pour la production de matériaux, et également une durabilité économique optimale, des matériaux abordables avec de faibles coûts de durée de vie. Dans la suite de l'exposé, je vais principalement me consacrer aux aspects environnementaux. Les autres aspects sont bien entendu importants également, mais ne sont pas inclus dans les analyses de cycle de vie. Je viens de citer le terme analyse de cycle de vie, ACV, LCA. De quoi s'agit-il? C'est une étude qui consiste à quantifier l'impact environnemental d'un matériau, d'un élément de construction ou d'un bâtiment. Une LCA prend en compte les diverses phases du cycle de vie, production, transport, utilisation, recyclage, réutilisation. Et l'impact environnemental est quantifié au moyen de différents indicateurs, par exemple changement climatique, acidification, appauvrissement de la couche d'ozone. Ces indicateurs sont agrégés en un score chiffré qui permet donc de quantifier l'impact environnemental. L'analyse de cycle de vie, LCA, fait l'objet d'une infofiche que vous pouvez également trouver dans nos publications. Sur ce slide, je reprends l'ensemble des indicateurs dont je viens de parler, qui sont décrits dans la norme EN 15804 et son annexe, et dont vous retrouvez la liste complète si ce sujet vous intéresse. Qu'est-ce qu'une déclaration environnementale de produit, EPD en anglais? C'est une fiche d'information sur l'analyse de cycle de vie, fiche standardisée qui est fournie par le fabricant pour un produit. C'est une démarche volontaire. Toutefois, le fabricant y est obligé s'il souhaite apposer un message environnemental sur son produit. Donc une EPD permet d'identifier les principales sources d'impact. Donc ça quantifie l'impact, mais ça ne garantit pas un impact faible. C'est également une donnée pour l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment. Et on peut retrouver cette info sur la base de données publique belge EPD que vous retrouvez à cette adresse. Vous pourrez également retrouver plus d'informations dans une petite vidéo pour laquelle je vous indique le lien sur ce slide. Il s'agit donc d'une déclaration objective qui ne dit pas si oui ou non le produit est bon et qui ne donne pas des exigences à atteindre. L'impact environnemental des toitures plates a fait l'objet de 2 dossiers du CSTC publiés il y a quelques années. Différentes compositions de toitures plates courantes ont été soumises à des analyses de cycle de vie pour réaliser des comparaisons. Vous trouverez donc cette information dans les 2 dossiers cités sur le slide. Et dans les figures qui suivent, je vais vous présenter l'impact d'abord des couches d'étanchéité et de leur scénario de remplacement, ensuite du type de support de toiture,
Et enfin, de la consommation d'énergie, c'est-à-dire de la valeur d'isolation de la toiture. Dans les dossiers du CSTC d'il y a quelques années, les calculs ont été réalisés selon la méthode qui s'appliquait à ce moment-là, la méthode récipée, avec un score chiffré en points. La méthode actuelle proposée par MMG, l'outil Totem, présente un score en euros, qui signifie en fait le coût pour éviter ou traiter l'impact. C'est donc deux scores différents qui ne peuvent pas être comparés entre eux. Dans les slides que je vais présenter par la suite, les calculs ont été réalisés selon la nouvelle méthode MMG Totem. Voici quelques informations supplémentaires sur cet outil, ainsi que l'adresse où vous pouvez le retrouver. Je commence donc par décrire l'impact du type d'étanchéité, où on a comparé un EPDM, un PVC et une membrane bitumineuse, et différentes techniques de pose, une pose libre lestée, une pose collée, et dans le cas du bitume, une pose soudée. Les scénarios de remplacement différents ont également été envisagés, une couche additionnelle d'étanchéité et remplacement de la couche de désolidarisation dans le cas d'une étanchéité en pose libre, une couche additionnelle posée par lestage, une couche additionnelle d'isolation et d'étanchéité, le remplacement de l'étanchéité et de l'isolation dans le cas d'une pose d'étanchéité collée où on ne sait pas retirer l'étanchéité sans dégrader l'isolation, et enfin une couche additionnelle dans le cas d'un matériau bitumineux sur lequel on peut souder une couche supplémentaire. Voici donc les scores chiffrés en euros, donc selon la méthode MMG, pour ces différentes configurations où les différentes couleurs correspondent à chaque couche du système. Donc revêtement de plafond, ensuite le support de toiture, la forme de pente, l'isolation, le pare-vapeur et sa fixation, l'isolation et sa fixation, l'étanchéité et sa fixation, le lestage éventuel, et puis en hachuré, dans les mêmes couleurs, on verra l'impact du remplacement. Donc si j'analyse, je compare ces différents scores au niveau de l'étanchéité, donc l'impact de l'étanchéité, je peux voir tout d'abord une différence assez moindre au niveau de l'impact global. L'impact global va assez peu différer, mais si je regarde celui de l'étanchéité seul, j'aurai une différence assez importante du simple au double, voire au triple entre les différentes compositions. Si maintenant je m'intéresse au scénario de remplacement, donc la partie en hachuré, là je vais voir l'importance de ces scénarios sur l'impact environnemental. Donc au niveau de la durée de vie de la toiture, on a ici considéré 60 ans. Alors de cette durée de vie va évidemment dépendre la fréquence de remplacement. L'hypothèse pour les calculs qui ont été réalisés, c'est un remplacement sur cette durée de 60 ans. Si on s'intéresse à la durée de vie de l'étanchéité, elle va être très variable, d'une part en fonction des sources que l'on consulte, d'autre part en fonction du contexte, de l'entretien, etc. On a donc fait cette hypothèse de un remplacement sur 60 ans. Et on peut voir l'impact significatif, c'est-à-dire la différence de score entre les différentes variantes au niveau de la partie hachurée et du remplacement. Si je prends l'exemple tout en bas de l'étanchéité bitumineuse, c'est celle qui présente le score initial le plus élevé. Mais dans ce cas, le scénario de remplacement peut consister simplement en l'application d'une couche complémentaire, ce qui aura un impact assez limité, certainement plus limité que le remplacement de l'isolation et de l'étanchéité, ou la pose d'une couche additionnelle d'isolation et d'étanchéité. Donc c'est très important le scénario de remplacement sur l'impact global environnemental de la composition de toiture. Voici une deuxième figure qui va comparer les différentes possibilités de support de toiture. Donc on va retrouver l'acier, le bois, un béton sans couche de seconde phase ou avec une couche de seconde phase.
On peut voir ici des différences assez importantes entre les scores, donc qui sont à nouveau décomposés selon les différentes couches, revêtement de plafond le plus foncé, isolation, support de toiture, pente, par vapeur et sa fixation, isolation et sa fixation, étanchéité et sa fixation, et puis en hachuré dans les différentes couleurs, l'impact du remplacement. Donc, je peux voir sur ces différents résultats que le béton a un impact assez faible. Il est d'autant plus faible en l'absence d'une couche de seconde phase, puisqu'on aura dans ce cas moins d'armature et moins de béton, moins de matériaux, donc logiquement un impact environnemental moins élevé. L'acier, par contre, présente un score beaucoup plus élevé. Alors, comment s'expliquent ces différents résultats? Le bois peut paraître étonnamment élevé, du même ordre que le béton, ce qui semble étonnant, mais un support en bois implique également pas mal d'éléments métalliques, des fixations, des sabots. Le bois est éventuellement traité, ce traitement peut également avoir un impact environnemental. Alors le bois capte du CO2, mais ce CO2 est relâché en fin de vie, donc la balance est nulle, et donc ce captage de CO2 n'est pas pris en compte dans le bilan environnemental. Au niveau du métal, on voit que le score est assez élevé. Il est pénalisé principalement à cause de l'indicateur toxicité humaine lors de la production. C'est un matériau qui est parfaitement recyclable, mais d'une part, il n'y a pas assez de quantité disponible, et d'autre part, tant sa production et son recyclage demandent beaucoup d'énergie, ce qui donc implique un impact environnemental assez élevé. Le béton, ce qui est pénalisant, c'est la partie métallique, comme on vient de l'expliquer, pour les armatures. Le ciment est également générateur de CO2, mais ces deux matériaux sont assez faibles en proportion, comparativement aux granulats qui, eux, ont un impact plus faible, ce qui fait que l'impact global du béton est assez modéré. On voit également sur ces graphes l'importance de l'impact de la finition intérieure. On voit qu'il est plus élevé pour un support en bois et un support en acier, puisqu'on a une nécessité de structure de faux plafond. Maintenant, si on accepte l'absence de finition, on peut alors évidemment réduire cet impact. Voici un troisième graphique qui va illustrer l'impact de la valeur d'isolation, puisqu'on va comparer une toiture isolée classiquement selon les exigences actuelles, U égale 0,24, à une toiture isolée plutôt selon un standard passif avec un U de 0,15. À nouveau, on décompose le score selon les différentes couches, revêtement de plafond, support de toiture, pente par vapeur et sa fixation, isolation et sa fixation, étanchéité et fixation, et puis en jaune, la consommation énergétique et alors l'impact du remplacement en hachuré. Alors assez rapidement, on peut voir qu'une meilleure isolation entraîne des bénéfices pour l'environnement. Initialement, on a plus d'isolation, donc on voit un impact environnemental plus élevé, mais pendant la durée de vie de 60 ans, cet impact plus élevé est largement compensé par la forte diminution de la consommation énergétique pour le chauffage. Voilà pour ce qui concernait les analyses de cycle de vie et l'impact environnemental. Un dernier aspect parmi les aspects environnementaux concerne la récupération de l'eau de pluie. Environ 50% de l'eau utilisée par un ménage est destinée aux lessives, nettoyage, WC, donc applications non sanitaires. 80 mètres cubes d'eau de pluie peuvent être récupérés par an pour une toiture de 100 mètres carrés et peuvent suffire pour couvrir cette utilisation. C'est donc intéressant de récupérer l'eau de pluie à condition de se limiter uniquement aux applications non sanitaires, donc certainement pas en cuisine ou en salle de bain, et en prévoyant un réseau de distribution tout à fait distinct de celui d'eau potable. Alors la qualité de l'eau récupérée peut varier en fonction des conditions et des matériaux en contact. On peut observer une odeur désagréable à certaines périodes de l'année. Il
Il faudra donc bien nettoyer, rincer, désinfecter éventuellement la citerne et les conduites. On peut également observer certaines colorations dans le cadre de toitures vertes, mais également dans le cas de certains matériaux qui peuvent être dégradés par les UV. À ce moment-là, une protection, avec des paillettes d'ardoise par exemple, peut limiter la coloration, ou un filtre à charbon actif peut permettre de filtrer l'eau et d'enlever cette coloration. On peut également observer des dépôts calcaires dans le cas d'un lestage en granulats calcaires. Il faudra donc remplacer ce lestage par des granulats bien rincés, pas de pierre calcaire, pour éviter donc ces dépôts. Cela fait l'objet d'un dossier du CSTC publié il y a quelques années et le thème sera également abordé dans une énité à paraître, donc le 2e tome au sujet de l'évacuation des eaux pluviales. Je vais maintenant aborder le dernier chapitre, la pathologie. Dans la nouvelle version de la énité, vous retrouverez un nouveau chapitre avec ce tableau qui décrit les différents cas de pathologie en toiture plate, leurs symptômes, ainsi que les causes possibles, les solutions possibles et, bien entendu, les mesures de prévention, tout cela illustré par des photos. Je vais décrire aujourd'hui 2 exemples de pathologies relativement courantes en toiture plate. La première est une cohésion insuffisante de la forme de pente. Voici ce qu'on peut parfois observer, une forme de pente liée au ciment, béton mousse par exemple, donc un béton autre qu'un béton de structure, qui présente une surface pulvérilante, qui s'effrite ou qui est humide et qui ne permet pas de souder ou coller correctement une étanchéité ou un pare-vapeur. Voici donc quelques photos qui illustrent le phénomène. Les formes de pente à base de ciment sont intéressantes puisqu'elles permettent de réaliser une pente suffisante, quelle que soit la forme de support, et donc de s'assurer d'une évacuation correcte des eaux. Par contre, elles ont un poids non négligeable et surtout impliquent un apport important d'humidité de construction. Et dans certains cas, on observe une cohésion insuffisante. Les causes possibles de ce phénomène sont un fort ensoleillement pendant ou juste après la mise en œuvre, c'est-à-dire que l'ensoleillement va faire évaporer l'eau plutôt que de la lier avec le ciment. On aura donc une hydratation incorrecte du ciment, ce qui peut provoquer une surface pulvérulente. Des averses pendant ou juste après la mise en œuvre vont également causer une dégradation de la surface et faire en sorte qu'une grande quantité d'humidité soit absorbée avant la pose du pare-vapeur. Enfin, le gel nocturne juste après la mise en œuvre peut également dégrader ce type de matériaux dont certains, comme le béton mousse, y sont particulièrement sensibles. On voit ici un exemple de béton mousse. On voit qu'il contient pas mal d'humidité qui a gelé pendant la nuit. On voit vraiment cette surface brillante qui craque sous le pas, donc un gel de la surface. Quels sont les remèdes à ce cas de pathologie? Dans la unité 215 actuelle, on parle d'une couche de lissage en mortier de 20 mm d'épaisseur. L'application de cette couche va permettre de limiter l'absorption d'eau, mais c'est une couche mince qui est fort sollicitée thermiquement et qui risque de se fissurer ou de se décoller. Donc on a une cohésion insuffisante ou en tout cas qui n'est pas garantie de la forme de pente et on va dans ce cas préférer un système de fixation autre que l'adhérence, donc un système d'étanchéité lesté ou fixé mécaniquement dans le support de toiture. Comment prévenir ce cas de pathologie? Si les conditions climatiques s'annoncent non optimales, il vaudra mieux opter pour un matériau moins sensible au climat. Par exemple, réaliser la pente avec le béton de structure ou avec un mortier de chape qui contient moins d'humidité ou utiliser des panneaux d'isolation à pente intégrée qui permettent donc de réaliser la pente sans le moindre apport d'humidité. Ce cas de pathologie fait l'objet d'un dossier également du CSTC que vous retrouverez dans nos publications.
Je vais décrire un second cas de pathologie courante en toiture plate, qui est la dégradation du contreplaqué en rive de toiture. Voici ce qu'on peut parfois observer, une finition de rive qui s'arrache et on observe vraiment une délamination du bois contreplaqué. Voici une autre photo qui illustre bien ce phénomène. Quelles sont les causes possibles et la prévention? Il y a deux facteurs très importants à prendre en compte qui sont d'une part l'humidité et d'autre part la qualité du contreplaqué, donc du bois, mais également de son collage. Alors l'humidité peut avoir différentes origines. Tout d'abord une infiltration. Toutefois, une infiltration est un problème local et c'est souvent exclu puisque le problème est généralement plutôt généralisé. On peut également avoir affaire à de l'humidité de construction emprisonnée. Par exemple, quand on voit ce type de bloc de maçonnerie creux dont les trous peuvent se remplir d'eau qui va par la suite se condenser. La unité 244 qui traite des détails et raccords de toiture plate prévoit d'ailleurs d'appliquer un about de la costière en matériaux pleins, maçonnerie pleine ou béton, ou en cas de bloc perforé, eh bien d'obturer les perforations pendant les travaux de gros œuvres, ce qui permettra une fixation correcte de la rive, mais aussi d'éviter donc d'enfermer de l'humidité. Voici des photos qui illustrent donc cette opération d'obturation des cavités des blocs de maçonnerie. Une troisième source possible d'humidité est la condensation. Comme on le voit sur ce schéma, l'air intérieur, chaud et humide, peut migrer par diffusion au travers du bloc de maçonnerie isolante et venir se condenser sur le contreplaqué sous l'étanchéité. L'humidité peut également provenir de la forme de pente à base de ciment qui va sécher. La unité 244 prévoit la possibilité de ce type de détail, donc avec maçonnerie isolante, jusqu'à une classe de climat intérieur 3. Dans le cas d'une classe de climat intérieur 4, donc un bâtiment à production plus élevée d'humidité, on peut observer, comme on le voit sur cette simulation, une condensation résiduelle donc qui va se cumuler d'année en année. Dans ce cas, on va plutôt opter pour ce type de détail au relevé, c'est-à-dire prévoir un pare-vapeur et une isolation complémentaire du relevé, plutôt qu'un bloc de maçonnerie isolante, pour éviter la condensation à cet endroit. J'ai parlé donc de l'humidité et de ses différentes sources possibles. Le second facteur important est la qualité même du bois, du contreplaqué, donc du bois, et de la classe de collage. Tous les contreplaqués ne sont pas adaptés à une obturation de la coulisse. La unité 244 prévoit donc que l'on se trouve en classe d'utilisation 2, donc milieu humide, ce à quoi tous les contreplaqués ne sont pas adaptés. Ça fait l'objet d'un dossier du CSTC publié en 2016 où vous retrouvez des explications plus détaillées à ce sujet. Pour cette classe d'utilisation 2, il faut une variété de bois suffisamment durable. Donc un bois qui répond à une classe de durabilité 1 à 3 sans traitement de préservation. Au niveau du collage, le collage doit être au moins de classe 2. Cette classe peut être déterminée par un test, donc selon la norme EN 314-1. Dans ce dossier du CSTC, vous retrouverez ce tableau qui décrit donc les trois classes de service, donc intérieur, sec, humide ou extérieur. L'obturation de la coulisse se trouve donc en classe 2, humide. Vous le trouvez dans la colonne qui décrit les exemples d'application. Et effectivement, la durabilité nécessaire pour le bois utilisé dans ce cas est une classe 1 à 3 sans traitement de préservation, avec une qualité de collage au moins de classe 2. En conclusion, pour garantir le maintien des performances du contreplaqué et éviter une dégradation prématurée,
Il faudra utiliser un contreplaqué adapté à cette application d'obturation de la coulisse, c'est-à-dire constitué d'un bois suffisamment durable avec une classe de collage adaptée des couches de plaquage. Et par ailleurs, éviter une humidification excessive à cet endroit, donc limiter l'humidité de construction dans l'acrotère ou la forme de pente, et dans le cas de détails réalisés avec une maçonnerie isolante, donc se limiter à une classe de climat intérieur 3. Ce cas de pathologie fait également l'objet d'un webinaire que vous pouvez retrouver sur notre site web. Voici qui termine la troisième et dernière partie du cours d'hiver au sujet des toitures plates. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site web.